Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré aux questions économiques sur le continent africain. Pour cette édition, nous parlerons de l'augmentation effective des prix des carburants à la pompe, comment comprendre et quels impacts et conséquences sur la vie et le quotidien des populations camerounaises. Nous recevrons à cet effet en seconde partie le professeur Louis-Marie Kadde, économiste, enseignant-chercheur et président du Forum camerounais des services de conseils agricoles. Mais tout d'abord, allons à la rencontre des Camerounais voir ce qu'ils pensent de cette augmentation qui a pris effet le 1er février 2023. Un élément signé. Augmenter de 15,8% le prix du super et de 31,11% le gazole, l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire est donc effective dès les premières heures de ce premier jour du mois de février. J'ai souvent l'habitude de mettre 2000 francs, mais ce matin, les 2000 revient pratiquement à 1730 francs. Donc il y a au moins 300 qui a diminué sur les 2000 francs. Donc vraiment c'est très difficile et en plus le Cameroun devient encore davantage difficile. À la pompe ce matin, tout a changé pour Marcel, le pompiste. Désormais, il doit se munir de sa calculette pour trouver le juste milieu avec sa clientèle d'occasion. Mon frère, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que même les clients, depuis le matin que moi-même je suis placé là, les clients ne veulent pas. Les clients ne veulent pas emprunter la moto. Parce que quand nous-mêmes on essaie de demander 50, eux refusent. Ils veulent toujours payer le prix normal. Bon, nous-mêmes, on ne sait pas comment on va gérer. Face à cette inflation des prix de certains produits pétroliers qui ne surprend pas certains usagers, ces derniers exhortent déjà leurs passagers de circonstance à un terrain d'entente sur les prix de certaines destinations qui vont changer de prix. Oui, concernant la nouvelle hausse du carburant au Cameroun, ça nous impacte, nous les consommateurs, nous qui prenons le transport chaque moment, chaque minute. Nous nous rendons compte que le tarif a augmenté sur le marché. Si on prenait par exemple Dakar, village 200, maintenant on prend Dakar, village 300. Comme ce matin par exemple quand je suis sorti, il était dépassé que je prends la moto, je lui donne 500, il me rembourse 200. Il me rembourse souvent 300. Nous sommes affectés tellement qu'on ne sait même plus quoi parler. Les aménagements opérés ce 31 janvier par le gouvernement camerounais ne concernent pas le gaz domestique et le pétrole lampant, dont les prix sont restés les mêmes. La tarification des produits pétroliers n'est pas encore mise à jour dans certains îlots des stations-service que nous avons visités ce matin. Mais les automobilistes qui arrivent pour la consommation savent désormais à quoi s'en tenir, même s'ils expriment leur mécontentement. Depuis le 3e arrondissement dans la ville de Douala, Stéphane Dibébé pour Dash News. Regardons à présent cet entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Louis-Marie Kadde sur l'augmentation des prix des carburants à la pompe. Et on se retrouve juste après. Bonjour Louis-Marie Kadde et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour Armel et merci de me recevoir une fois de plus d'âge. Alors vous avez une fois de plus publié votre analyse sur l'augmentation des prix des carburants à la pompe, notamment l'essence et le gazole et le super, une augmentation qui tourne globalement autour de 21% comme prescrit par le FMI. Comment comprendre cette augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe? Vous savez qu'une mission du FMI séjournait au Cameroun jusqu'au 30 janvier. Et donc, c'est la suite logique des recommandations du FMI. Et dans le rapport du FMI, il était précisément indiqué que l'augmentation des prix des produits des hydrocarbures était nécessaire. Et le Cameroun ne devait que s'exécuter. Pourquoi? Parce que le Cameroun s'attend à conclure à bénéficier du troisième programme, du troisième accord, du troisième décaissement du FMI qui va être de l'ordre de 45 milliards par là. Exactement 74,6 millions de dollars. Le Cameroun s'attend à obtenir cet argent d'ici mars 2023. Et donc, vous voyez que c'est ce qui s'est passé. Et donc, le FMI a décidé le 30, le 31, ils ont augmenté pour que ce soit applicable le 1er février. Voilà le schéma pour que nous comprenions très bien dans quoi nous sommes. Et donc, c'est le programme de facilité élargie pour le crédit dans lequel le Cameroun est engagé depuis 2021.
Voilà le contexte en gros. Sinon, rien dans l'économie camerounaise aujourd'hui ne nous obligeait à augmenter. Les subventions dont on parle n'en sont pas une, parce que si vous regardez l'ensemble des taxes que le Cameroun perçoit ou que le gouvernement, l'État perçoit sur le carburant, nous en avons 26 aujourd'hui. 26, c'est quand même beaucoup. Et sur 1 litre de carburant, lorsque ça coûtait 630 francs, le gouvernement camerounais percevait environ 348 francs. C'est aussi beaucoup. Et ce qu'on appelle subvention, c'est que le gouvernement remboursait, reversait sur 133 francs sur les 348 francs que le Trésor public percevait. Donc, pour nous, ça n'est pas une subvention du tout. Mais comme le carburant est un produit sûr, sur lequel les créanciers peuvent s'accrocher pour bénéficier, gagner un peu d'argent, pour se faire rembourser. Le FMI, qui est le gendarme est là pour s'assurer que le Cameroun continuera à être solvable. Ce gendarme-là, justement, s'accroche sur le carburant, sur les produits pétroliers pour que la solvabilité du Cameroun ne souffre de rien. Ok, alors professeur, vous parlez de déconstruire l'argument selon lequel le Cameroun n'avait pas le choix, mais comment est-ce que le Cameroun peut avoir le choix face aux pressions du Fonds monétaire international? Nous n'avons pas besoin de gendarmes pour nous apprendre la discipline budgétaire. Nous n'avons pas de gendarmes derrière nous pour nous apprendre les objectifs de performance. C'est ça qu'on ne comprend pas sur le Cameroun. Et donc, il était simple pour que le FMI ne vienne pas chez nous, que nous produisions localement. Nous parlons de carburant. Nous avons l'option importation pour tout. Et même notre raffinerie, lorsqu'elle n'était pas brûlée, n'était pas adéquat pour transformer notre pétrole. Ça n'a pas de sens. Et donc, les gens ont pris l'option de nous construire une raffinerie qui ne correspond pas à nos besoins pour que nous nous retrouvions toujours en train d'importer. Et c'est ça qui nous cale au cou. Et ces gens ont pris ces options pour des intérêts égoïstes. Je dis bien égoïstes. Pourquoi? Parce que l'affaire Glencore, qui est devant les juridictions britanniques et américaines, nous montre que les traders qui sont comme Glencore corrompent les hauts responsables du Cameroun. Ils ont versé 7 milliards, par exemple, pour qu'ils prennent la décision de leur garantir le marché d'approvisionnement des produits des hydrocarbures. Donc, on avait le choix. Et depuis 41 ans, on a le choix. Et on ne prend pas la bonne décision, comme au Nigeria à côté. Et donc, notre voisin, le Nigeria, avec qui nous puisons le pétrole dans le même puits, disons-le comme ça, dans le même bassin, Dieu seul sait que la guerre de Bakassi pourrait être redéclenchée pour ce problème de pétrole. Ce Nigeria raffine son pétrole et à la pompe au Nigeria, c'est environ 200 francs. Quand je dis 200 francs, il y a des fluctuations en fonction des taux de change. Et donc, chez nous, au Cameroun, on a pris l'option de l'importation. Ça n'a pas de sens. Et donc, regardez même comment est-ce que le Cameroun fonctionne. Si le Cameroun disait non au FMI, qu'est-ce que le Cameroun perd? Le Cameroun n'aurait pas emprunté 45 milliards. Et puis quoi? Nous avions la possibilité de créer la richesse au Cameroun pour gagner les 45 milliards ou les 1000 milliards que le Cameroun a besoin d'ici 3 ans, d'ici 2024, 2026. Et donc, pourquoi est-ce que nous voulons toujours emprunter pour consommer? En 12 ans, nous sommes passés de 800 milliards à 12 000 milliards, plus de 12 000 milliards aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on nous ajoute 45 milliards là, vous ajoutez ça sur les 12 000 milliards. Et donc, chaque mois, nous ne faisons qu'emprunter. Emprunter pour consommer. Qui va payer? C'est donc le consommateur pour ce qui concerne les échéances qui arrivent aujourd'hui à terme, mais ce sont nos enfants qui vont payer pour les échéances à venir. Et c'est ça qui nous inquiète, quoi. Donc, c'est un choix qui n'est pas tenable du tout et qui est très discutable. Professeur, vous revenez également sur la surtaxe, la question de la surtaxe du carburant et une prétendue subvention du même carburant dans votre argumentaire.
regardons la structure des prix publiée par la CSPH. Peut-être qu'il faut même expliquer la CSPH au Camerounais, la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures. C'est une caisse, encore une option économique qui consiste à stabiliser les prix, à maintenir le même prix à la pompe malgré les fluctuations sur le marché. Et donc, lorsque le principe de la liberté des prix sur le marché, c'est comme en Côte d'Ivoire, qui n'a pas de caisse de stabilisation, c'est que lorsque le baril du pétrole est moins cher sur le marché, comme cela a été longtemps le cas avant la crise russo-ukrainienne, le prix à la pompe également baisse. Lorsqu'on achète moins cher, on revend moins cher. Lorsque le prix monte sur le marché, comme c'est le cas de la conjoncture actuellement, le prix aussi augmente à la pompe. Et donc, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait que dans l'actualité, nous sommes restés dans cette situation pendant longtemps. Les prix étaient bas, la CSPH a réalisé des profits et la CSPH a fait des placements. Et donc, nous exigeons même déjà une certaine transparence sur ces placements que la CSPH a fait avec l'argent des citoyens camerounais. Et ces placements avaient pour vocation d'être utilisés lorsque les fluctuations reviendraient sur le marché et que le prix du baril de pétrole serait élevé. Et donc, il y a déjà un flou à ce niveau, il y a déjà opacité à ce niveau. Mais passons. Allons sur la structure des prix. J'ai dit que le gouvernement avait institué 26 taxes et autres droits connexes sur le carburant. 26. Ces 26-là sur le litre du carburant en janvier 2023, c'est-à-dire le mois passé, rapportaient un seul litre de carburant qui coûtait 630 francs, rapporté au trésor public 348 francs. Sur les 348 francs, l'État reversait 133 francs. Alors, il y a encore 200, et encore environ 205 francs, 215 francs. Ça va où? Donc, le solde est excédentaire. Et donc, la logique que nous ne comprenons pas, c'est que notre gouvernement nous dise en même temps que notre gouvernement nous surtaxe le carburant, et donc 348 francs, et lorsqu'il reverse 133 francs, on nous dit que c'est la subvention. Ce n'est pas la subvention. Dans le mécanisme économique, ce n'est pas ça la subvention, c'est le remboursement. Or, nous disions même que c'est une logique qui n'est pas pertinente parce que cela, en termes d'efficience, a un coût. Lorsque vous créez une taxe comme la taxe spéciale qui est de 110 francs, pour après rembourser, vous créez un coût supplémentaire. Il y a des fonctionnaires qui travaillent pour collecter et il y a encore des fonctionnaires pour travailler pour rembourser. Pourquoi vous créez tout cet imbroglio-là? On aurait simplement dû ne pas avoir de taxes et que les gens ne dépenseraient pas autant d'énergie, autant de moyens pour travailler. Et donc, c'est toujours l'État qui perd dans tous les cas. Voilà tout ce qui est incongru dans notre démarche actuelle que nous relevons et que nous essayons de discuter sur la place publique. Alors, pour faire simple et pour que les populations comprennent très bien, l'État a les moyens de continuer à financer les carburants à la pompe. L'État a les moyens même de baisser les prix à la pompe. On n'a pas besoin de 28 taxes. Et lorsqu'on nous dit que cette subvention coûtait 775 milliards et que cela devait atteindre 800 milliards, même dans l'argumentaire du FMI, moi, je prends la loi de finances, je ne vois pas ça dans le budget de l'État. Donc, ils n'ont qu'à nous dire où passe cet argent. Ce n'est pas dans le budget de l'État. Et donc, nous disions même que ce qui concerne les frais de douane, les frais de douane peuvent être supprimés sur le carburant parce que l'on supprime ça déjà sur les produits, par exemple, en provenance de l'Union européenne. On supprime ça sur beaucoup de produits de première nécessité. Or, le carburant est un
est un produit phare, clé dans la production, parce que cela impacte directement le coût de production et cela impacte directement le coût de transport. Et donc, quand vous touchez le carburant, vous avez touché à la structure du coût de vie. Et c'est quelque chose de fondamental. L'État pouvait agir là-dedans. Il y a tellement de leviers sur lesquels l'État pouvait supprimer la TVA. Et donc, si vous supprimez la TVA, on peut se retrouver avec le coût de carburant, comme c'est le cas pour le pétrole lampant, dont l'État a supprimé la TVA sur le pétrole lampant. On pouvait supprimer sur le carburant pour soulager les populations, soulager la production nationale au Cameroun, booster la production nationale au Cameroun. L'État ne l'a pas fait. Il y a d'autres sources où on peut puiser de l'argent, même pour rembourser nos dettes. Je vais vous donner quelques-unes. Les fameux chapitres 94 et 65, l'État du Cameroun met là-dedans depuis 2021 près de 300 milliards. Donc, le ministre des Finances dit devant la représentation nationale qu'il n'a pas de compte à rendre que le gouvernement n'a pas de compte à rendre sur la gestion de 300 milliards environ. Bon, c'est gros. Et c'est curieux que devant les... Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a choisi, au lieu d'utiliser utilement les 300 milliards qui pouvaient être utilisés pour favoriser, pour booster la production nationale, il y a quand même la ligne 94 qui vise les investissements communs et on peut puiser là-dedans pour favoriser les investissements au Cameroun. Au lieu de faire ça, le gouvernement camerounais préfère utiliser cet argent pour corrompre, pour retourner les gens dans l'opinion publique et donc pour créer des réseaux de clientélisme. C'est ça qui est terrible. Et donc, nous, ce qui nous choque, c'est que le FMI ne s'intéresse pas à ça. Que le FMI, ça, ce sont des dépenses inutiles, des dépenses, le genre de dépenses généralement que le FMI saisit. Mais le FMI ne s'intéresse pas à ça. Le FMI a été convaincu qu'il faut laisser cette ligne-là, ou bien ces chapitres-là, et le FMI exige l'augmentation de 21% du carburant, des prix du carburant. C'est tout à fait curieux. L'actualité nous donnait encore une autre source de financement que le gouvernement pouvait utiliser et pour améliorer substantiellement les salaires des fonctionnaires. C'est cette fameuse caisse de dépôt et de consignation que mon parti, le SDF, a portée et qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, cette caisse est susceptible de donner à l'immédiat, quand je dis à l'immédiat, c'est maintenant quoi. Parce que cet argent est disponible et c'est dans la poche des gens. Il y a plus de 6 000 milliards que l'on peut collecter à l'immédiat. 6 000 milliards, Armel, c'est le prix, c'est le double, c'est l'équivalent du budget national. Et donc, si vous avez 6 000 milliards pour faire des investissements, vous voyez que vous avez des marges de manœuvre suffisantes. Et donc, au lieu de mettre le paquet, par exemple, pour que cette caisse-là travaille, par exemple, c'est quoi ce que la caisse va collecter? Quand on dit les frais de concours, vous savez que quand on fait le concours de l'ENAM, il y a 40 000 candidats. Quand on fait le recrutement dans l'armée, il y a 100 000, etc. Et je ne parle que des deux là et on fait le concours tous les jours. Ces frais-là vont où? C'est ça que la caisse va récupérer et que la caisse devrait récupérer. C'est de l'argent qui n'est pas budgétisé dans le budget de l'État et dont les individus avaient l'habitude de gérer. Quand vous allez au tribunal payer des cautions et des consignations, ça va où? Et donc, on peut directement prendre cet argent qui existe. Et si ça n'existe pas, le chef de l'État prend ses responsabilités pour faire payer à ces personnes-là et donc leur faire rendre gorge, comme il a l'habitude de dire. Mais au lieu de faire ça, il asphyxie davantage les populations. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on avait toutes ces possibilités-là, même pour augmenter de 30% les salaires comme les partenaires sociaux demandaient. 11 centrales syndicales sur 12 quand même demandent ça pour que nous retrouvions le niveau de salaire d'il y a 30 ans, c'est-à-dire de 1993. Vous comprenez que nous avons régressé depuis 30 ans, que nous retrouvions au moins le niveau où nous étions en 1993.
en termes de salaire, même si cela ne suppose pas le même pouvoir d'achat, puisque la spéculation et l'inflation a gagné le marché depuis lors, quoi. Donc, voilà voilà un peu la configuration des choses et les raisons de notre incompréhension. Alors, avant de vous laisser partir, professeur, vous parliez du pouvoir d'achat des Camerounais. On le sait quand même, cette mesure, cette augmentation de produits pétroliers à la pompe a entraîné également l'augmentation du salaire des fonctionnaires. On parle de 2 mesures sociales, 5,2% d'augmentation salariale et environ 11% de propositions d'augmentation du SMIC. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est insignifiant et je pense que cela n'aura pas beaucoup d'impact. Pas beaucoup d'impact. Essayons de faire une petite simulation pour qu'on se comprenne. Ça veut dire que si vous gagnez 100 000, on ajoute 5 200 sur votre salaire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on prend les fonctionnaires qui sont le plafond de la fonction publique, je parle par exemple des médecins spécialistes ou encore des PLEG, des professeurs de lycée, ils gagnent dans les 248 000 par mois. Et donc, c'est déjà les salaires les plus bas d'Afrique, ça, 248 000. Et donc, on va leur ajouter une dizaine de mille parce que il faut compter sur ces 5,2% que l'État va prélever encore des taxes, donc sur des trucs relatifs aux revenus, relatifs aux charges sociales, etc. Donc, c'est finalement une dizaine de mille qu'on va leur ajouter. C'est insignifiant, ça ne veut strictement rien dire, ça. Et donc, si nous sommes d'accord qu'on a augmenté d'environ 21% le coût de vie et que l'on a ajouté 5%, 5,2% sur le salaire, ça veut dire qu'en fait, on a réduit les salaires de 15% environ. C'est-à-dire qu'on ajoute, regardez bien l'arithmétique du gouvernement, on ajoute 21, on retire 5. Et donc, on vous a retiré 15% sur votre pouvoir d'achat et sur votre salaire. Ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que les salaires ont baissé de 15% désormais. Et parce que les 248 000 que le plus haut cadre de la fonction publique gagne lorsqu'il est recruté ne lui permettront plus ou lui permettront d'acheter 15% de moins de biens. C'est ce que ça veut dire. Et donc, il ne faut pas s'en féliciter. C'est plutôt une catastrophe, quoi. Si quand on dit que le SMIC aujourd'hui est de 41 875 francs, c'est une insulte. Regardez le sac de riz de 50 kilos. C'est combien? Je voulais donner une marque. Si vous voulez acheter cette marque-là, ça va suffire à peine d'ici le mois prochain pour acheter un sac. Et donc, ça ne permet pas à un Camerounais de vivre et donc même simplement d'avoir l'alimentation. Si on veut maintenant parler d'habitat, combien on loue une chambre, une seule chambre décente au Cameroun aujourd'hui? Vous ne pouvez rien faire avec. Et si vous voulez vous construire, comment est-ce que vous réussissez à vous construire? Dieu seul sait. Je suis en train de tourner là comme ça dans mon chantier et je peux vous dire quels sont les coûts du matériel sur le marché. Et donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Même le professeur d'université que je suis ne peut pas s'en sortir. Alors que dans les pays, j'ai vu déjà des comparaisons avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Je rappelle qu'un professeur d'université comme moi, en Côte d'Ivoire, ne gagne pas moins d'1 500 000. Et donc, restons calmes avec cette histoire-là et puis ne provoquons pas, comme on dit au quartier au Cameroun, laissons comme ça. Il y a eu 15% de diminution de salaire au Cameroun. C'est ce qu'il faut comprendre sur les mesures qui ont été prises hier. Avant-hier, pardon. Bien, merci beaucoup, Louis-Marie Cacdeux, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et président du Forum camerounais des services de conseil agricole et vous nous répondiez depuis Yaoundé, au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.